Bonjour à tout le monde. Les spectateurs commencent à arriver en nombre. Donc, bienvenue pour ce 5e numéro du webinaire Polycritique de l'Association française de sciences politiques sur la Convention citoyenne pour le climat. Je suis Marie-Clouy, je suis membre du bureau et en charge de la valorisation. Et Christophe Jaffrelot, notre président, va accueillir ce webinaire. Merci beaucoup, Marie. Oui, juste deux mots, effectivement, de bienvenue pour vous accueillir à ce 5e numéro de Polycritique. Polycritique, vous le connaissez maintenant, c'est le webinaire mensuel de la FSP qui s'emploie à décrypter les enjeux politiques, économiques et sociaux grâce aux éclairages de spécialistes de sciences sociales. Et nous avons à nouveau la chance ce soir de bénéficier d'intervenants experts en la matière. Je laisserai bien sûr à Maric le soin de les présenter, mais je les remercie de leur disponibilité. Et je remercie aussi Maric qui, comme elle vient de le dire, est au sein du bureau de la FSP en charge de la valorisation et à l'initiative donc de ce webinaire et d'un podcast qui lui aussi gagne à être connu. Son titre est déjà tout un programme, Politiste dans la cité, et son premier numéro avait d'ailleurs déjà accueilli Loïc Blandiot, et il avait déjà été beaucoup question de convention citoyenne. Donc, nous avons, entre guillemets, de la suite dans les idées à la FSP, et je vous laisse maintenant bénéficier de l'expertise de spécialistes de la question du jour. Marie, je te laisse la parole. Merci. Donc effectivement, hein, la Convention citoyenne pour le climat, c'est pas quelque chose de très nouveau. C'est un thème qui occupe beaucoup de monde en ce moment, y compris donc au sein de la communauté des politistes. Donc je vais juste rappeler un petit peu le contexte et pourquoi est-ce qu'on a souhaité convoquer ce webinaire, parce qu'on est quand même dans un moment un petit peu critique justement. On est à un moment où la Convention citoyenne pour le climat, pour un bref rappel, hein, qui avait été en charge de définir les mesures structurantes pour parvenir dans un esprit de justice sociale à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Eh bien, cette Convention citoyenne pour le climat, ces 150 citoyennes et citoyens tirés au sort, avait remis donc au gouvernement ces 149 propositions donc, pour lutter contre le changement climatique et autant l'initiative et le processus que les résultats et les propositions qui en ont découlé ont suscité, ont fait couler en fait beaucoup d'encre et dans de nombreux champs, c'est-à-dire le champ politique, le champ journalistique, le champ aussi des think tanks, des think tanks comme l'IDRI ou comme la fondation, enfin le think tank Terra Nova ont beaucoup écrit aussi sur le sujet, mais aussi donc évidemment les politistes. Donc l'enjeu aussi ici ce soir, c'est de voir qu'est-ce qu'on a à dire, qu'est-ce que les spécialistes à la fois des questions de climat, de politique environnementale et aussi de démocratie participative ont à dire aussi de plus, de différent ou pas sur cette question. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de travaux qui se sont intéressés à la gouvernance de cette convention citoyenne pour le climat, notamment la question de son indépendance par rapport à l'exécutif. Il y a eu beaucoup de discussions aussi sur cette fameuse promesse de mettre en place les recommandations sans filtre issues des propositions des citoyens. Il y a ensuite toute une réflexion sur finalement le succès ou pas. Et donc, en parlant de succès, eh bien, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Est-ce qu'il faut privilégier les résultats concrets? Est-ce qu'il faut privilégier l'expérience en elle-même, tout ce processus délibératif? Donc, c'est une question qui n'est pas évidente. Je tiens quand même, je pense qu'il sera bon, évidemment, chacun va nous apporter son regard. Je pense qu'il sera bon quand même de rappeler aussi quelques mesures concrètes hein, qui ont été
qui ont été suggérées. C'est vrai que le rapport qui a été rendu est quand même assez substantiel. Il y a des propositions extrêmement précises, hein, et de toutes sortes sur le déplacement, sur les modes de transport, sur le poids des transports, sur l'alimentation, sur le logement, sur la publicité. Donc, je pense que ça sera aussi intéressant, même si voilà, chacun n'est pas forcément expert de cette question, de regarder aussi voilà, les résultats et les mesures concrètes qui ont été proposées. Donc, c'est un agenda, c'est un agenda assez ambitieux qu'on a pour cette heure et demie. En tout cas, on a de la chance puisqu'on a avec nous 3 spécialistes véritablement de ces questions. Donc, Loïc Blondiot, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est beaucoup intervenu évidemment sur ces questions, notamment parce qu'il a été membre de ce fameux comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Alice Mazot, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de La Rochelle, qui est rattachée au Cégep, et qui a notamment coécrit avec Magali Nonjon un ouvrage qui s'appelle Le marché de la démocratie participative, dans une perspective aussi assez critique par rapport à toute cette ingénierie et cette professionnalisation de la participation. Et puis Simon Persicot, qui est professeur de sciences politiques à Sciences Po Grenoble, et qui avait notamment coécrit il y a un peu moins d'un an avec Florent Gougou un essai qui s'appelait Décider ensemble, la Convention citoyenne pour le climat et le défi démocratique, dans lequel il émettait des propositions assez concrètes pour un référendum décisionnel sur plusieurs questions qui seraient issues justement de cette convention, et en quoi ce référendum serait véritablement un garant d'une plus grande légitimité démocratique et juridique. Donc, cette présentation étant faite, je vais vous donner la parole à chacun, en commençant donc par Loïc Blondiot, avec vraiment cette idée que voilà, vous pouvez faire une prise de position aussi tout à fait aussi personnelle. L'idée, c'est vraiment que chacun aussi donne un peu son avis depuis sa perspective de recherche sur cette question. Et puis, au bout de voilà, chacun aura 10 minutes de parole. Et puis, évidemment, je remercie tous les spectateurs et spectatrices assez nombreux. Et donc, je vous invite à dès maintenant ne pas hésiter à poser au fur et à mesure les questions que par la suite je rassemblerai pour modérer ce débat. Voilà, donc la Convention citoyenne pour le climat, la démocratie en acte. Eh bien, je laisse Loïc Blondiot commencer à répondre à cette question. Bon, alors bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais être très sobre dans cette première intervention. Je préfère attendre à la fois les interventions de mes collègues, dont je suis très impatient de connaître les analyses, et puis de répondre aux questions. Alors pourquoi? D'abord parce que bon, je suis beaucoup intervenu sur la Convention citoyenne et je continue d'intervenir énormément sur cette question, et donc je suis à l'affût finalement d'angles ou de problèmes qui me seraient renvoyés et auxquels je serais susceptible de répondre, c'est-à-dire présenter la Convention citoyenne. Je pense que ça n'a plus vraiment pour moi et ni pour personne d'intérêt. Et puis, je voulais faire une autre remarque liminaire sur mon statut dans cette expérience. Je ne l'ai pas du tout étudié comme chercheur, c'est-à-dire que j'ai mis en suspens mon regard de chercheur, qu'on n'abandonne pas complètement. Je m'y suis plongé comme acteur véritablement, à la différence, par exemple, de mon collègue Jean-Michel Fourniot, avec lequel je travaille depuis très longtemps, et qui, lui, a cherché à jouer un rôle de passerelle entre un collectif de chercheurs, d'une trentaine de chercheurs, qui ont suivi dans toutes ces dimensions l'expérience et qui ont commencé d'ores et déjà à publier des analyses. Moi, j'ai préféré ne pas mélanger les genres, et donc, voilà. Donc, je suis là, dans cette position, face à vous, qui êtes pour la plupart chercheurs, dans une position un peu en porte-à-faux, hein, parce que voilà, je suis un peu juge et partie. Je suis acteur là dans ce cas beaucoup plus que collègue. Néanmoins, si on pose la question du bilan, il est évident qu'il faut distinguer 3 types de bilan, hein, comme tu l'as fait. Il y a le bilan de l'expérience proprement dite, comme exemple de mini-public, hein, pour reprendre le terme en usage dans la littérature sur la démocratie participative et délibérative, comme exemple d'assemblée citoyenne, comme exemple de démocratie délibérative. Donc, on peut faire un bilan sur ce qu'elle a produit,
cette expérience. De ce point de vue-là, je me sens assez à l'aise pour faire ce bilan avant même de revenir sur le fond, je dirais qu'il est plutôt positif, mais on pourra y revenir. Il y a un deuxième bilan qui est sur les effets sur l'action publique, les effets sur les politiques publiques, les effets sur la politique gouvernementale. Et là, il est évident que ce bilan, il est infiniment plus contrasté, très vraisemblablement beaucoup plus modeste, et on voit aujourd'hui se jouer effectivement une remise en cause des propositions citoyennes qui amènent à être très modeste sur ce qu'a produit cette convention sur la prise en compte de la question climatique dans l'action publique gouvernementale. Puis un troisième bilan qui peut être intéressant d'ouvrir, c'est quel effet cette convention a produit sur l'institutionnalisation de la démocratie participative en France. Est-ce que finalement, elle a conduit à faire avancer cette idée d'institutionnaliser la démocratie participative ou délibérative? On pourra revenir sur les termes. Ou est-ce que elle constitue une forme de point d'arrêt, ou en tout cas, certains pourraient dire aussi que en démontrant une certaine forme d'impuissance de cette démocratie délibérative à changer les politiques de point de vue, elle marquerait peut-être même une régression, au sens où elle aurait produit beaucoup plus de frustration, beaucoup plus de déception au regard des promesses qui étaient tentées. Alors, sur le premier point, je me sens relativement à l'aise, je me suis beaucoup exprimé là-dessus. À la différence du grand débat, il me semble qu'on a affaire là à quelque chose qui relève authentiquement d'une tentative de permettre à des citoyens de délibérer sur des questions relativement importantes et que cette expérience, elle a rempli finalement les critères que la plupart, sinon la totalité des critères que l'on peut attendre d'un dispositif de type assemblée citoyenne à l'échelle nationale. Alors certes, il y aurait peut-être à redire sur certains points de l'expérience, sur le tirage au sort, sur les modalités de délibération, sur le rôle des experts, sur le respect du contradictoire, sur la transparence du dispositif. Et je suis prêt évidemment à répondre à toutes les questions là-dessus. Mais d'un certain point de vue, j'ai des réponses aux questions qui seront posées et on peut expliquer pourquoi certains points sont apparus moins convaincants, certains aspects sont moins convaincants. Sur le deuxième bilan, sur le deuxième critère d'évaluation de l'expérience, là, en fait, il y a quelque chose qui manque quand même pour répondre à ce qui s'est passé. C'est une recherche et des données sur ce qui s'est joué entre juin 2020, le moment où on est allé à l'Élysée, les citoyens sont allés à l'Élysée remettre leurs 149 propositions, et ce qui s'est passé à toute fin d'année 2020 et février 2021, c'est-à-dire le dépôt par le gouvernement du projet de loi climat et résilience. Dans ce moment, dans ce laps de temps, se sont organisées des réunions, des négociations avec toute une série d'acteurs très différents, des parlementaires, des groupes d'intérêt, des membres de cabinet, les citoyens aussi qui ont joué un certain rôle, mais qui, en tout cas à mes yeux, restent encore très opaques. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de données. On a des enquêtes journalistiques. Reporter, par exemple, a éclairé certains aspects du rôle joué par les groupes d'intérêt dans l'inhibition ou en tout cas la neutralisation d'un certain nombre de propositions qui pouvaient les gêner. On a des éléments, mais on a des bribes
d'éléments, et en tout cas, moi, je n'ai pas de schéma explicatif de ce qui s'est produit. Et effectivement, il serait intéressant que de manière rétrospective, des spécialistes de l'action publique ou des spécialistes du travail parlementaire puissent nous dire en quoi, finalement, ce qui s'est joué là a différé de ce qui se joue sur la fabrication des propositions ou des projets de loi habituellement. Moi, j'ai le sentiment que peu de choses ont véritablement différé et que, en particulier, le rôle absolument moteur de l'exécutif et de la présidence de la République a été respecté. C'est-à-dire que, en fait, on a vraiment un projet de loi qui, certes, a pour origine les propositions citoyennes, mais qui est une production propre de la présidence de la République et du Premier ministre. Donc, ça, c'est à vérifier. Et puis sur le troisième point, sur ce point où il peut y avoir débat et sur lequel j'ai pas encore vu vraiment d'éléments d'analyse intéressants, quid de l'effet de la Convention sur l'institutionnalisation de la démocratie participative et délibérative en France. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse possibles. Le premier, c'est de dire que je pense que l'expérience a participé à l'acculturation. Par sa visibilité, par sa centralité, même si la communication, on pourra y revenir peut-être, du dispositif a été faible dans un premier temps. À partir du moment où les citoyens ont rendu leurs propositions, il y a eu une attention portée au dispositif qui, me semble-t-il, a non seulement fait connaître ce type de procédure, mais a contribué, me semble-t-il aussi, à en asseoir la crédibilité, en tout cas dans une partie de l'opinion. Évidemment, par exemple, le fait que les propositions étaient à ce point critiquées montre que on a perçu l'influence possible et le potentiel d'influence possible d'un dispositif de ce type, et ça nous sort finalement du schéma habituel qui est celui de l'insignifiance politique de la démocratie. Là, on ne peut pas parler d'insignifiance. Il y a quand même eu des effets. Au final, peu dans la loi elle-même, mais sur la politique française, il y a eu un moment une certaine influence de la démarche. Il me semble aussi que l'idée de tirage au sort, qui était complètement exotique, qui relevait vraiment de la marginalité pure, en tout cas dans le débat public, a en partie progressé. Et j'en veux pour preuve le fait que le dispositif lui-même est imité aujourd'hui par plein de collectivités locales qui reprennent le schéma de la Convention citoyenne pour faire débattre des citoyens sur la 5G ou sur d'autres sujets. C'est quand même le signe que là, il y a ce modèle du mini-public commence vraiment aujourd'hui à acquérir une visibilité. Sur les perspectives d'intégration possible de ce type de dispositif dans les institutions, alors là, on n'a pas beaucoup avancé. C'est-à-dire que il y avait la perspective possible de voir le Conseil économique et social environnemental être le lieu, la chambre de la participation citoyenne, la chambre des conventions citoyennes. Et là, le projet de loi organique de réforme du CESE constitue une forme d'enterrement de première classe de cette histoire. Et il faudrait attendre une réforme constitutionnelle d'une autre ampleur pour avoir peut-être la possibilité de voir ce type de dispositif prospérer et être intégré. Bon. Et donc, du coup, il faudra être très attentif à la campagne présidentielle et voir si des propositions allant dans ce sens émergent. Certains acteurs essayent d'y contribuer, mais pour l'instant, ça n'est pas du tout visible. Donc, il me semble que sur ce dernier point, qui est l'institutionnalisation de mécanismes de démocratie délibérative, en tout cas à l'échelle nationale en France, on est dans une situation encore de surplace, me semble-t-il. Voilà. Et j'avais promis de ne pas être trop
trop long et surtout, je veux répondre aux questions et voilà, j'espère que ça peut ouvrir un petit peu la discussion. Merci beaucoup. Je pense que les questions seront nombreuses. Merci aussi d'avoir rappelé la séquence. Je pense que voilà, c'est aussi un élément important de rappeler toutes les étapes et le cheminement et le fait aussi qu'on est dans une séquence encore particulière puisque là, on est toujours dans les négociations et les débats parlementaires, donc ce qui rend aussi l'exercice difficile. Je passe la parole à Alice Mazot. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors là encore, moi aussi, je vais à mon tour dire d'où je parle. Alors effectivement, la Convention citoyenne pour le climat m'a intéressée dans le cadre de travaux, alors que je mène depuis un certain temps avec des collègues, Magali Nonjon et Guillaume Gourde notamment, sur la façon dont s'institutionnalise une norme participative dans l'action publique. Mais, et je le dis d'emblée, j'ai pas spécifiquement étudié la Convention citoyenne pour le climat. Simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est finalement de resituer l'analyse qu'on peut faire, une analyse un peu externe de ce dispositif, en le resituant dans des processus plus larges d'institutionnalisation. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé sur cette procédure et sur cette démarche, c'est notamment l'interprétation qu'on peut en faire d'un succès ou au contraire d'un échec de cette procédure. Comme l'a rappelé Loïc, et comme ça a été rappelé en introduction, il y a déjà beaucoup de commentaires qui ont été faits où on voit bien que selon le point de vue, certains y voient un succès, d'autres dénoncent la trahison. Donc on a des points de vue assez contrastés sur cette expérience. Mais effectivement, encore faut-il savoir qu'est-ce qu'on cherche à analyser, de quoi on cherche à rendre compte, à minima, comme le rappelait Loïc. Est-ce qu'on évalue l'expérience elle-même? Est-ce qu'on s'interroge aux effets sur le contenu des politiques publiques? Ou est-ce qu'on s'intéresse sur l'institutionnalisation de ce type de dispositif? Alors, effectivement, si on prend ces différentes dimensions et qu'on les traite dans un ordre un peu différent de celui qui a été évoqué, Loïc, moi je dirais de prime abord et principalement, je dirais que c'est un succès. Pour moi, indéniablement, la Convention citoyenne pour le climat est un succès. Alors, ça peut paraître surprenant de m'entendre dire cela, mais c'est un succès pour ces entrepreneurs. C'est un succès du point de vue de l'institutionnalisation de ce type de dispositif. On n'a jamais autant parlé de tirage au sort, on n'a jamais autant parlé de mini-public, et on le voit bien dans la continuité de la tribune qui avait été rédigée il y a déjà maintenant quelques mois par des professionnels de la concertation qui appelaient à l'organisation de conventions citoyennes à l'échelle locale. Il y a déjà un certain nombre d'initiatives qui ont été déployées, et indéniablement, ça va donner de l'ampleur à un mouvement de création, de diffusion, de mini-public à l'échelle locale. Moi-même, j'ai été frappée du nombre de fois où on m'a parlé de la Convention citoyenne. Il n'y a pas un agent de collectivité territoriale qui travaille soit sur le climat, soit sur la démocratie participative, qui n'avait pas un avis ou qui souhaitait avoir un avis sur cette expérience. Donc, Loïc parlait d'acculturation. Je pense que au regard de ce critère-là, indéniablement, c'est un succès. En tout cas, on peut penser que ça va favoriser la diffusion de ce type de dispositif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette diffusion, elle va s'opérer alors même que l'expérience est extrêmement critiquée au regard d'un critère classique, si je puis dire, d'évaluation, qui est le critère de la légitimité ou de la légitimation plutôt du processus démocratique lui-même, de la légitimation des gouvernants, de la restauration de la confiance. Ça fait partie des critères classiques d'évaluation de ces procédures. Or, effectivement, on a plutôt le sentiment que c'est de la frustration qui se déploie, ou en tout cas c'est de la critique, et donc il n'est pas certain, en tout cas, que la procédure ait pu restaurer la confiance des Français envers l'exécutif. En tout cas, je pense qu'on peut le penser. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est de dire que, de mon point de vue, sur la professionnalisation et l'institutionnalisation, ce qui me semble incontestable, c'est l'acculturation et la rapidité de cette diffusion.
Donc ça, c'est un premier point. Effectivement, deuxième point, si on s'intéresse cette fois-ci à la fabrique des politiques publiques et à la façon dont ce dispositif il s'est inscrit dans la fabrique législative. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui faisait l'innovation de ce dispositif, c'est que pour la première fois à cette échelle et avec autant d'ampleur, un dispositif participatif était inscrit en tant que tel dans la fabrique législative. Donc, de ce point de vue-là, on avait véritablement quelque chose d'innovant. Et quelque part, les déceptions qui s'expriment en premier lieu par les conventionnels eux-mêmes, à l'égard de la reprise de leurs propositions dans le contenu des politiques publiques, et sans doute à la hauteur, finalement, des attentes qui pouvaient être placées dans ce dispositif. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de se demander, est-ce qu'il pouvait en être autrement ? Est-ce que finalement, la Convention citoyenne pour le climat, telle qu'elle était conçue, telle qu'elle était organisée, pouvait produire d'autres effets sur les politiques publiques que les effets qui sont aujourd'hui mis en avant. Alors, évidemment, quand je pose la question, je la pose volontairement de façon un peu provocatrice, mais l'hypothèse que je voudrais défendre ici, c'est que les modalités d'organisation elles-mêmes de la Convention citoyenne pour le climat témoignent d'une déconnexion assez classique entre l'organisation procédurale de ces dispositifs participatifs et son articulation au policy-making. Alors, j'ai le souvenir, mais j'ai voulu réécouter ce matin et puis j'ai pas retrouvé le podcast. J'ai voulu réécouter Loïc dans le podcast qu'il avait fait il y a quelques mois pour la FSP, Politis dans la cité. Je sais pas si tu te souviens, tu disais quelque chose du type on pourrait peut-être me dire que j'ai été naïf ou qu'on a été naïf, mais on n'avait pas anticipé le problème de l'atterrissage. Je me souviens pas c'était pas exactement dit, mais il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je voulais écouter pour me rafraîchir la mémoire, mais il n'est plus en ligne. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quelque part, c'est assez classique, c'est assez récurrent dans ce type de dispositif de penser que la qualité de la procédure suffira finalement à peser dans le rapport de force. Voilà. Or, en fait, ce qui est révélateur ici, c'est que le choix qui a été fait, me semble-t-il, c'est de mettre l'accent sur la promesse présidentielle du sans filtre. Cet argument du sans filtre est revenu constamment au cours des échanges, et si on regarde les propos, j'ai retrouvé une interview de Cyril Dion au tout début du processus qui disait « Si le président ne respecte pas sa promesse des sans filtres, ça fera l'effet d'une bombe démocratique. » Bon. Clairement, on est loin de la bombe démocratique aujourd'hui. En revanche, il y a bien cette idée du sans filtre et de la trahison de cette promesse présidentielle qui revient constamment. Mais, là encore, le policy making, et là je reprends les termes de Thierry Pech, que je trouve intéressant dans une interview qu'il a donnée il y a quelque temps dans un débat avec Marc Fesneau, le ministre, où il dit « mais la démocratie, ce sont des filtres ». En fait, ce qu'il dit et ce qui me semble intéressant, c'est finalement que la fabrique des politiques publiques, c'est cette succession de négociations, de bricolage, de compromis, de compromissions. La fabrique des politiques publiques, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est l'incrémentalisme. Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire pourquoi une procédure, aussi démocratique soit-elle, serait-elle en capacité par elle-même de bouleverser l'ordre relativement incrémental des politiques publiques. Ce bouleversement, il paraissait d'autant plus improbable ou d'autant plus difficile, si je puis dire, que cette Convention citoyenne pour le climat, elle était portée par la volonté présidentielle et par un schéma de gouvernance ad hoc. C'est-à-dire qu'au sein de l'exécutif, il n'y avait pas de relais institutionnel de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, on peut penser, en tout cas, que le temps de la procédure, cela pouvait constituer un certain confort, une certaine garantie d'indépendance, mais dès lors qu'il s'agit de réintroduire
les propositions de la Convention citoyenne dans la fabrique ordinaire du processus législatif, ce dont on s'est aperçu, c'est que les propositions de la Convention citoyenne n'avaient pas de relais dans les négociations. Qui finalement pour défendre les propositions? Le ministère de la Transition écologique, dont on sait qu'il est sans doute l'institution la plus faible ou l'une des institutions les plus faibles de l'exécutif gouvernemental. Le ministre délégué à la participation citoyenne, qui dans le même temps doit gérer les relations avec le Parlement. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que dans toutes les réunions interministérielles, dans toutes ces phases d'arbitrage et de négociation, dans toutes ces successions de filtres, pour reprendre l'expression de Thierry Pêche, il s'est trouvé que la Convention citoyenne, finalement, n'avait pas ou assez peu de relais. Et donc, il me semble, en tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant à creuser, c'est de se dire que c'est finalement la faiblesse institutionnelle, au sens la place de la Convention citoyenne au sein des organisations qui, quelque part, contenaient en germe cette difficulté à exister dans le processus, dans le processus décisionnel. Alors enfin, et peut-être dernier point, on voit bien que du côté effectivement du contenu des politiques publiques, et effectivement ça a été rappelé, ça a été bien documenté, en tout cas d'un point de vue journalistique, sur la façon dont ces procédures avaient pu, ou ces propositions avaient pu être évidées, détricotées, renégociées, reformulées au cas par cas. Pour autant, effectivement, j'ai aussi le sentiment que ce dispositif de la Convention citoyenne, il a favorisé la médiatisation de la question climatique ou de ses propositions. Ça a pu favoriser, de ce point de vue-là, un certain débat d'un certain nombre de propositions. Moi, j'étais assez frappée de voir qu'il y en avait un certain nombre sur le transport, sur la rénovation des passoires thermiques, etc., qui avaient suscité le débat, ou en tout cas suscité la discussion et l'intérêt du public. Et donc, on peut penser que de ce point de vue-là, là encore, la Convention citoyenne a sans doute pas été totalement inutile, y compris pour ceux qui jugent sévèrement l'issue sur les propositions. Mais là encore, ce que je trouve intéressant, en tout cas de soulever, c'est la question de qui peut se faire le porte-parole de ces propositions. Et là encore, ce qui me semble assez remarquable, c'est que suivant les points de vue, on fait tour à tour la critique ou du défaut de représentativité et de légitimité des participants, ou au contraire, on souligne la qualité délibérative du processus. Alors, par exemple, si on regarde les associations, les ONG de défense de l'environnement, rapidement, un certain nombre ont dit, mais en fait, les propositions qui sont les propositions des conventionnels, on est beaucoup à les faire depuis longtemps. Mais maintenant que ce sont les conventionnels qui le disent, on en parle, on les valorise, et donc, alors même s'il y avait parfois un sentiment de frustration, d'agacement dans un certain nombre de prises de position, il y avait cette idée que le dispositif pouvait être le relais d'acteurs marginalisés dans le processus décisionnel. Inversement, si on écoute ce que disent les parlementaires, ils passent leur temps à nous dire que c'est quand même que 150 tirés au sort et que finalement cette opinion, elle ne permet pas de tester l'acceptabilité des propositions, elle ne permet pas finalement de tester la validité opérationnelle de ces propositions. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste qu'il y a un certain nombre de parlementaires qui utilisent cet argument pour finalement invalider les propositions. Et donc on voit bien ici que suivant que l'on a intérêt à s'approprier les propositions de la Convention citoyenne, on va légitimer ou délégitimer le statut de ces 150 conventionnels. Et donc, me semble-t-il, ce que ça montre, c'est peut-être à la fois la nouveauté du processus, mais peut-être aussi, pour l'instant, la faible légitimité de cette procédure en tant que procédure de légitimation. Voilà. Et donc, les incertitudes de ce point de vue-là se traduisent sur les incertitudes, ou en tout cas sur la manière dont ça peut être mobilisé à l'issue du processus décisionnel. En tout cas, et ce sera mon mot de conclusion,
la manière dont se constitue un rapport de force aujourd'hui, la manière dont, dont les 150 se sont organisés pour continuer à essayer de peser, c'est-à-dire finalement à faire public et à se faire les porte-paroles de cette opinion que sans doute le gouvernement espérait qu'elle demeurât silencieuse une fois le processus terminé, me semble sans doute quelque chose d'inattendu, mais de tout à fait intéressant dans la suite de cette convention citoyenne pour le climat. Merci beaucoup Alice Mazeau pour cette intervention tout en paradoxe. J'aime beaucoup cette idée aussi de ce que vous dites là sur la diffusion malgré ou grâce à la critique. Comment ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on voit beaucoup parce qu'on n'a jamais autant parlé de tous les bords de cette question. Je passe la parole à Simon Persicot. Oui. Bonsoir à toutes et tous. Je suis vraiment ravi d'être là et je dois avouer que je pense que je vais être un peu bazar dans ma présentation parce que il y avait beaucoup d'excellents arguments là qui viennent d'être dits. Du coup, ça a un peu bouleversé l'ordre des choses, mais je vais essayer quand même d'être clair. D'abord, pour dire déjà merci. Merci à la FSP, merci à Marik d'organiser ça. Franchement, ça fait du bien de voir les sciences politiques parler au grand public sur des sujets qui sont hyper importants dans la période actuelle, de voir que en gros les sciences sociales et les sciences politiques font du travail de qualité, c'est quand même vraiment chouette et important. Je voulais aussi dire merci quand même du coup à Loïc d'une certaine manière, mais aussi à toute la bande qui a permis que se tienne cette convention citoyenne pour le climat. Je pense au collectif Démocratie ouverte, un truc qui regroupait des gilets jaunes, des écolos, des spécialistes de la démocratie participative, etc., et qui ont poussé fort pour que se tienne cette convention citoyenne, des gens comme Cyril Dion, etc. Il y a là tout un collectif d'acteurs, et je dis merci parce que déjà, sans eux, on ne serait pas là pour en discuter, et que franchement, la convention citoyenne, qu'on le veuille ou non, c'est un objet de science politique qui est fascinant, vraiment fascinant. Et là, Loïc, tu as commencé, Alice aussi, à dresser un peu le tableau des questions qui continuent à se poser autour de cet objet-là, et elles sont sans fin. Et honnêtement, avec un matériau qui est en plus hyper mobilisable, parce qu'en gros, on a accès au débat, on a accès aux vidéos, on a accès à la liste des parties prenantes, on a accès à tous les documents. Et en même temps, c'est un temps relativement contraint, donc c'est vraiment, d'un point de vue de sciences politiques, je trouve ça vraiment fascinant. Et puis, merci pour la démocratie, en fait aussi, parce que vraiment, la conviction profonde qui est la mienne, et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'entrer sur ce terrain-là, moi qui suis en fait plutôt écolo-démocrate, on va dire, radical-démocrate, et professeur de sciences politiques par ailleurs, mais à la limite, c'est secondaire. Moi, je me suis engagé sur ce terrain-là avec aussi un aspect un peu militant, on pourrait le dire. Et à la base, d'ailleurs, c'était pour répondre à une question des ONG écolos qui disaient c'est quoi l'atterrissage politique de la Convention ? Cette demande étant arrivée vers décembre 2020. Et donc, j'ai commencé à réfléchir avec Florent Gougou à l'atterrissage politique de la Convention, d'où le texte sur la vie des idées. Et parce qu'en fait, j'ai été très vite convaincu que et ça fait longtemps, parce que je connais les muni-publics, c'est une littérature qui m'intéresse beaucoup, même si je ne travaille pas dessus, je trouve ça vraiment très intéressant, et qu'en fait, j'ai été convaincu que c'était un super boutique qui était en train de se créer, et j'en suis toujours aussi convaincu aujourd'hui. J'en suis vraiment convaincu, c'est vraiment, en fait, c'est un précédent, et un précédent qui va, à mon avis, avoir des suites, et des suites sur lesquelles il est tout à fait possible maintenant, parce qu'il a été d'une qualité suffisante. Et là, franchement, moi, Loïc, je ne vais pas être là pour discuter de la qualité du dispositif. Je pense vraiment que vous avez fait au mieux dans un contexte institutionnel et d'incertitude en plus quand même vraiment étrange, avec une urgence, avec plein de trucs dont je vais un peu parler là, qui expliquent en fait, qui viennent. Mais en tout cas, voilà, on a un outil, il y a un avant et un après, et honnêtement, ça a permis de casser toute une série de choses qui étaient fondamentales en fait dans la conception qu'on a de la démocratie. Par exemple, le tirage au sort, en fait, la légitimité de gens tirés au sort de prendre des décisions pour le bien commun. Franchement, vous avez fait la démonstration que les gens tirés au sort étaient capables de prendre des décisions pour le bien commun. Point. Et c'est comment dire, c'est un axiome à la fois épistémologique et politique vous avez avancé franchement de très solides pions, et je pense qu'on va continuer à avancer des pions là-dedans de manière très importante. Et c'est à la fois en termes de science et en termes de politique, c'est très important. Ce que je vais dire, moi, la manière dont je voulais structurer un peu les choses, c'est de reparler de tout ce qui est allé bien, de tout ce qui est allé moins bien, et de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. En gros, je vais structurer les choses un peu comme ça. Et je suis désolé, du coup, c'est un peu brouillon, mais comme ça, vous comprenez l'ordre de ma présentation. Donc, premier point, mais je l'ai déjà dit, ce qui est allé bien, c'est que ça crante à un niveau national des formes d'institutionnalisation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire qu'on a un précédent, on a vu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché,
on a vu comment les pouvoirs publics, le reste du système politique, en fait, là, on est vraiment dans une question de système politique, input, throughput. Le throughput est excellent. Enfin, ce qui se passe dans le process, c'est vraiment génial. Et c'est l'output sur lequel ça déconne complètement. Et ça déconne pourquoi? Parce qu'en fait, justement, le passage entre input, throughput et output n'a pas été réfléchi. On n'a pas entre la machine et sur quoi ça allait déboucher en termes de politique publique, ça a été sous-réfléchi, mais c'est normal parce qu'en fait, c'est vraiment hyper important et c'était dur d'y réfléchir. D'autant qu'en plus, il y avait une incertitude et des garanties quand même du président qui disait « Vous inquiétez pas, tout ça est sans filtre, tout ça est sans filtre, tout ça est sans filtre ». Et d'une certaine manière, on pouvait un peu le croire de bonne foi en disant « On va réussir, maintenant que tu as dit que c'est sans filtre, on va pouvoir réussir à créer le rapport de force qui permet de faire du sans filtre ». Bon, il se trouve qu'ils sont plus forts que ça et qu'ils ont vraiment réussi. Et ça, c'est vraiment le problème. S'il y a un truc qui ne va pas dans ce dispositif, c'est la manière dont l'exécutif a détricoté cette loi de manière absolument honteuse sur plein de dimensions. Marie, moi, si tu veux, on peut y revenir en long, en large et en travers. Mais en gros, pour prendre un exemple tout bête, le poids des véhicules au-delà duquel il y a des taxes très, très fortes. Il était de 1200 kilos dans le texte initial. Super. Ils l'ont fait passer à 1800 kilos. Voilà. Et donc, ils peuvent dire, on a mis cette taxe sur le poids des véhicules, sauf qu'en fait, alors que ça couvrait 70% des véhicules neufs vendus, maintenant, ça couvre, je ne sais plus, un truc comme entre 10 et 20% des véhicules vendus. Voilà un exemple tout bête. Et le pire, c'est qu'ils peuvent dire que c'est une proposition de la Convention citoyenne. Donc là, il y avait vraiment, en gros, c'est un exemple parmi d'autres, mais du problème, du détricotage vraiment systématique qui fait que, et là, un indicateur de pourquoi ça ne va pas en termes d'output, c'est que les citoyens ne sont pas du tout contents. En fait, les 150, y compris les modérés, etc., pas très écolos, ils sont pas du tout contents par la manière dont ça a été détricoté. Peut-être j'exagère un peu, Loïc, tu me corrigeras si je me trompe, je parle peut-être avec un peu trop d'élan. Le deuxième point sur qu'est-ce qui est bien allé, donc bon, l'output, ça n'est pas allé, mais peu importe, je voulais juste revenir là-dessus. Le deuxième point sur ce qui est bien allé, mais ça on l'a déjà dit, c'est que c'était quand même de la belle délibération, avec de la vraie confrontation des intérêts, avec un soin apporté au format des discussions, avec un bel accompagnement légistique quand même pour rendre les choses à peu près possibles. Donc ça, c'est intéressant aussi. En gros, on a montré qu'on sait faire de la belle démocratie efficace, où en fait, on a des logiques de compromis, de discussion, d'échange d'arguments informés pour aboutir à la meilleure décision. Ça, c'est franchement très important parce que un des problèmes du désaveu vis-à-vis du politique, c'est justement que le politique institutionnel classique ne sait plus du tout faire ça. En fait, les institutions de type Assemblée nationale et même le Sénat, quand on voit là le Sénat sur le voile pour le voile sur les femmes, c'est la preuve qu'en fait tout est pris dans des dimensions extrêmement partisanes et antagonistes qui sont franchement devenues ingérables. Donc ça aussi, c'est un point qui est vraiment très positif de la Convention citoyenne. Un autre point positif de la Convention citoyenne, c'est des propositions qui sont équilibrées et rationnelles. Et ça, on a regardé dans le détail avec, c'est pas moi, c'est les étudiants du Master Transition piloté par Florent Gougou qui ont regardé vraiment dans le détail la liste de toutes les propositions. D'ailleurs, il n'y en avait pas 149, mais si on regarde vraiment les propositions spécifiques, il y en a un peu plus de 170, ils comptent. Et quand ils regardent, ils voient par exemple que c'est équilibré. Ça s'adresse aux individus à 30%, aux entreprises à 40%, et à l'État à un peu moins de 30%. Donc, en gros, on s'adresse à tous les acteurs. C'est aussi équilibré en matière d'instruments. Il y a à la fois du symbolique, du constitutionnel, il y a du fiscal, il y a des outils législatifs, réglementaires, etc. Donc, en fait, ils ont pris vraiment une palette relativement large. Et finalement, le problème, c'est qu'il y en a trop, mais ça, c'est un problème dont je parlerai après, mais il y a une palette très large en termes aussi de secteurs de politique environnementale et de secteurs de politique climatique. Maintenant, je vais passer sur qu'est-ce qui est allé… un dernier point sur ce qui allait bien, c'est que ça a fait, me semble-t-il, du très bel empowerment des citoyens qui ont participé. Franchement, bon, c'est que 150 personnes, mais honnêtement, c'est 150 personnes qui ont, à mon avis, une expérience vraiment importante et qui peut diffuser et aussi qui peut donner envie pour les prochaines. C'est un bon exemple. Honnêtement, ça vaut le coup d'aller dans ce genre de convention citoyenne. Le problème, c'est que pour moi, et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alice tout à l'heure, ça n'a pas du tout assez diffusé dans la société. C'est-à-dire que cette expérience a été très positive, mais moi, j'ai été étonné de voir à quel point, pendant longtemps, on parlait de la Convention citoyenne uniquement pendant ces rencontres, mais après, dès qu'elle arrêtait de se réunir, plus personne n'en parlait. Et en fait, on n'en parlait pas de manière très intéressante ou très intéressée. Les gens, franchement, jusqu'à la fin du dispositif,
ils n'étaient pas si informés que ça. Ils pensaient que c'était encore un zinzin institutionnel de plus qui n'aurait pas d'effet, un espèce d'esbrouf démocratique, alors que je pense qu'ils sous-estimaient l'importance potentielle que ça pouvait avoir ou que ça a pu avoir. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, les citoyens n'étaient pas assez engagés. Et c'est vrai, Alice, tu dis, oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont redescendues dans le débat public, pour lesquelles les associations ont pu s'en emparer. Et en même temps, sur toute la qualité et la richesse des débats, il y en a plein qui n'ont pas passé le filtre non plus, parce qu'en fait, c'était vraiment extrêmement complexe et que nécessairement, vu qu'il n'y a pas eu vraiment de débat ensuite face aux citoyens, j'y reviendrai, forcément, les citoyens ne s'en sont pas plus emparés que ça. Maintenant, sur ce qui n'est pas bien allé, donc je l'ai dit, ça n'a pas eu, finalement, moi, il me semble qu'elle n'a pas eu la visibilité qu'elle aurait mérité d'avoir. Quand on regarde en fait l'enjeu à la fin du dispositif, les enjeux qui étaient couverts, finalement, il fallait en parler et en discuter collectivement, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux et d'intérêts qui étaient en question dans le travail. Le deuxième point, c'est le fait que le temps qu'on a pu accorder, donc ça a duré un peu moins d'1 an, le dispositif, et en plus, ça a été élargi. À la base, ça devait durer encore moins longtemps, mais en fait, ça ne suffisait pas. Et ça ne suffisait pas par rapport à l'ampleur, franchement, à la tâche herculéenne qui était devant les citoyens au moment, la lettre de mission sur, en gros, régler le réchauffement climatique dans des conditions de justice sociale. C'est franchement une tâche totalement herculéenne. On pourrait dire que qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui? C'est quasiment ça. Enfin, je veux dire, j'exagère, mais c'est tous les secteurs de l'économie qui sont touchés ou presque, le comportement individuel, l'organisation de l'État, etc. C'était une tâche totalement herculéenne. Et donc, de ce point de vue-là, le temps disponible n'était pas suffisant. Il n'était pas suffisant, notamment pour faire des propositions qui avaient une robustesse législative très, très forte. Et ça, c'est un autre truc qu'ont montré nos étudiants avec Gougou, c'est que en fait, il y en avait quand même un certain nombre qui n'étaient pas transposables dans le droit. En fait, il y avait un certain nombre des propositions, malgré tout le travail du comité légistique, etc. Non, c'était pas transposable dans le droit. Il y avait des vrais problèmes de concordance, il y avait des redondances aussi, etc. Et ça, c'est un truc de temps. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le processus de vérification, de léchage, de simplification, etc. Et donc, tout ça est lié. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Donc, un peu des propositions en vue d'une institutionnalisation future. Moi, ce qui me paraît assez clair, c'est que, encore une fois, l'agenda était beaucoup trop large. Donc, la première chose, c'est de limiter le périmètre, finalement, de l'agenda d'une convention citoyenne. Et d'ailleurs, dans le cas des mini-publics existants, la plupart des expériences de mini-publics, c'est jamais des sujets aussi larges, hein. Pour les mini-publics qui ont fonctionné, comme en Irlande, par exemple, ou même ceux qui n'ont pas fonctionné, comme en Colombie-Britannique, etc., ou en Ontario, c'est des sujets, c'est genre la réforme du mode de scrutin ou l'avortement en Irlande. Bon, des sujets importants, mais en gros, il y a une question. Et quand même, ça dure des mois, les discussions. Et donc ça, pour moi, c'est fondamental. En fait, si on fait discuter de tout, tous les agendas peuvent être ouverts, tous les sujets peuvent être ouverts, c'est open bar, c'est très, très difficile de cadrer, et du coup, de donner aux propositions une force suffisante. Parce qu'une des erreurs, évidemment, c'est qu'avec 150 propositions, c'était impossible de tenir le rapport de force. Impossible. C'était certain que 150 propositions, par le filtre du policy process dont parle Alice, 150 propositions, ça ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir le rapport de force sur les 150 propositions. Je pense qu'il aurait fallu se concentrer du coup sur certaines propositions précises, mais c'était dur, hein, et c'est là où les citoyens ils faisaient l'apprentissage de la stratégie politique en même temps. En fait, ce qui était marrant dans cette convention, c'est que ça discutait aussi du rapport à Macron. Mais sauf qu'ils apprenaient à négocier avec Macron tous les mois en discutant un peu comme ça entre deux couloirs, parce qu'en plus, il devait parler d'autre chose, il devait parler du fond, il ne devait pas parler de la stratégie de négociation avec Macron. Mais en fait, c'était fondamental. Et donc, c'est en ça que nous, on essayait de faire des propositions en disant restreignez. Bon, elles n'ont pas été reprises parce qu'on n'avait pas accès aux citoyens et c'est très bien comme ça. Et on a essayé d'infuser dans le débat public, mais ça n'a pas marché, peu importe. C'était restreigner le nombre de propositions et aussi exiger le référendum. Exiger le référendum. Et ça, c'est le dernier point. En fait, si on veut une validation qui soit claire et qui explose ce policy system qui devient insupportable en matière de transition écologique, qui est complètement contre-productif, qui nous emmène dans le mur, il faut absolument passer devant le référendum. Parce que, et ça, bon, Loïc, je sais, Alice aussi, que ce n'est pas des arguments qui vous plaisent, mais cela dit, les propositions de la Convention citoyenne, elles étaient consensuelles dans l'opinion publique. Elles étaient très consensuelles. Le truc sur la publicité, par exemple, mais ça passait à référendum, franchement, mais ça passait les doigts dans le nez. Et en fait, c'est vraiment dommage. Et là, pour le coup,
si les citoyens étaient arrivés en disant, en fait, Emmanuel Macron, voilà, on a une liste de 5 propositions et c'est ces 5 propositions-là qu'on veut que vous soumettiez à référendum, ça aurait été beaucoup plus difficile au président de la République de les contourner. Vraiment beaucoup plus difficile. Et ça s'est joué à rien. Hein. Franchement, ça se joue à pas grand-chose, cette décision. Et notamment, ça se joue à un moment, là, je décris, parce que j'ai assisté au débat ce jour-là, j'étais vraiment très excité de savoir ce qui allait être décidé. Et il y a la discussion, est-ce qu'on peut mettre à référendum la publicité? Donc, exemple, vraiment le bon exemple. Où j'étais convaincu que c'était une super idée de le mettre. Dans l'opinion, c'est à 80% dans les sondages, etc. Et là, il y a Thierry Pech, donc un des co-garants de la Convention, qui dit « Ah, c'est compliqué quand même parce que l'article 11 limite l'usage du référendum aux politiques sociales, économiques et environnementales structurantes de la nation. Donc, du coup, bon, le périmètre… » Ce qui était pour moi un argument, franchement, savoir quel est le périmètre d'un référendum sous la Ve République, personne ne le sait, c'est jurisprudentiel et c'était évident que ça passait, c'était structurant en fait, il n'y avait aucun problème d'argumenter d'un point de vue juridique que c'était suffisamment structurant. Donc il y a eu un peu cette incertitude par rapport à l'usage du référendum, liée, et je vais en finir par là, en fait, à mon avis, à la peur du citoyen comme preneur de décision. C'est exactement ce que tu dis, Alice, ça résume parfaitement, la démocratie, c'est des filtres. Eh ben non. La démocratie, notamment dans les débats de la fin du XVIIIe siècle, c'était l'inverse de filtre. Et c'est pour ça que c'était pas la représentation, c'était la démocratie, c'était autre chose que le système représentatif. Et donc, je pense que là, de ce point de vue-là, la Convention citoyenne aide aussi à dire, avec le tirage au sort, tous les citoyens sont légitimes pour participer avec la prise de décision. Et ça se complète, à mon avis, d'un truc assez clair, c'est qu'une fois que la délibération s'est passée dans des contextes démocratiques sains, stables, pluriels, respectueux des droits, etc., eh ben on met tout ça à référendum parce que c'est le peuple qui doit trancher à la fin et on ne peut pas laisser le policy process remettre la main dessus puisqu'il détruit absolument tout. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Merci aussi d'être revenu justement sur ces mesures précises. S'il nous reste un peu de temps, ma question joker sera peut-être de vous demander aussi parmi ces propositions lesquelles vous ont le plus interpellé, soit parce qu'elles étaient innovantes, soit parce que justement vous trouviez qu'elles étaient à rebours. Alors, on a maintenant un peu plus on a une bonne demi-heure pour le débat et on a déjà un certain nombre de questions qui sont toutes très bien formulées, donc je vais me contenter vraiment là de les relire. Je vais peut-être commencer par la question d'Yves Chemail. Pourquoi est-ce que, Loïc, vous pensez que les délibérations de la Convention n'étaient pas assez contradictoires? Où se trouvaient éventuellement les lignes de clivage ou ne se trouvaient-elles pas? On a une question d'André Fejles, je ne sais pas si je prononce bien. Dans une perspective un peu la plus prospective, serait-il possible d'organiser une convention citoyenne tirée au sort pour proposer une réforme constitutionnelle ou une nouvelle constitution par des associations avec des garanties d'indépendance? On a une question d'Yves Saint-Omer. Qui renvoie aussi peut-être à une comparaison avec le modèle irlandais. Donc, je le lis. La CCC a donné lieu à un processus de politisation qui contraste largement avec ce qui était le modèle irlandais, qui était théoriquement sa source d'interprétation principale. Et Simon, d'ailleurs, on a reparlé rapidement. Prise de position de Cyril Dion, contact nombreux des membres de la Convention avec des mouvements écolos, débat difficile entre conventionnels, autonomisation de la CCC par rapport à sa commande, attitude critique vis-à-vis du gouvernement. Sa question est donc comment évaluer sociologiquement et théoriquement l'émergence de ce qui peut apparaître comme un nouveau modèle? Vous avez 5 minutes chacun. Bon, et ensuite, on a aussi une question de Benoît Hanard. Quel lien possible entre le mouvement des Gilets jaunes avec la consultation des maires et la Convention citoyenne pour le climat? C'est vrai que Loïc, vous avez aussi mis en perspective le grand débat. Donc, je pense qu'effectivement, là, le contexte Gilets jaunes, post-Gilets jaunes est effectivement très important. Un spectateur anonyme qui nous demande si on peut affirmer une croyance en l'intelligence collective en France eu égard à cette expérimentation. Et on a aussi une question, je les donne largement et puis je pense que vous allez prendre au fur et à mesure et puis ensuite je referai une deuxième… ou alors, non, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et peut-être n'hésitez pas aussi à réagir éventuellement aux interventions des uns et des autres. Alors, il y a aussi des questions qui sont intéressantes dans le chat. Donc, ça peut… moi, je voulais faire une remarque sur ce qui a été dit
par Alice et par Simon sur finalement la naïveté ou la fausse naïveté qu'on pouvait prêter aux organisateurs de cette démarche et le fait qu'ils auraient dû s'attendre à un atterrissage compliqué parce que un minimum de connaissances de l'action publique aurait pu leur rappeler que ça se passait pas de manière aussi simple. Non, pour répondre à Alice, il y a de la fausse naïveté, c'est-à-dire que c'était justement en prenant au mot le président de la République qu'on pouvait avoir une petite chance finalement de le mettre avec soi. Hein, et là, c'était une bonne lecture de la Ve République que de considérer que finalement, lorsque le président s'engageait, il y a possibilité, grâce à ça, de faire levier sur le reste des acteurs. Et puis, il y avait aussi cette idée. Donc, il y avait à la fois que constituer le président de la République comme un allié contraint par son propre engagement, et puis le pari aussi sur le soutien de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on contournait d'un certain point de vue les acteurs traditionnels. Et effectivement, il y avait un pari là-dessus. Je pense pour que la Convention ait une véritable influence sur le processus. Ce que tu dis est vrai. Alice, il aurait peut-être fallu se faire des alliés en amont très tôt et qu'effectivement l'indépendance de l'organisation a été une force pour l'organisation elle-même, pour sa crédibilité, pour sa légitimité, mais une faiblesse pour son influence. Mais d'un certain point de vue, c'était un calcul qui n'était pas perdu d'avance que finalement de forcer. Hein, il y a un concept bien connu en démocratie délibérative, la force civilisatrice de l'hypocrisie, mais de prendre à son propre piège le président de la République. Ça n'a pas été le cas. Bon. Deuxième remarque aussi sur ce qui a été dit sur le référendum. Je vous conseille, et j'ai mis dans le chat, le formidable documentaire qui justement passe ce soir de Naruna Macedo de Kaplan, qui nous a suivis pendant vraiment les 9 mois. Hein. Elle a été là, présente partout, et elle présente l'expérience du point de vue des citoyens. Alors, elle a enlevé tous les entretiens qu'elle a fait avec les experts, les gens du comité de gouvernance, et c'est plutôt une bonne chose. Et alors, le moment où les citoyens délibèrent sur le référendum est un moment terrible, parce que des acteurs comme moi, comme d'autres dans le comité de gouvernance, on a été complètement stupéfaits qu'il y ait ce refus de recourir à la voie du référendum. Et ça s'explique. Ça s'explique par plein de raisons. Je ne vais pas y revenir, mais il y a plein de motifs objectifs qui l'expliquent, des raisons internes au dispositif, et puis des raisons qui sont liées aussi à la crainte, effectivement, de perdre par cette voie-là. Mais je vous le conseille parce que c'est vraiment très remarquable. Alors, sur les questions plus précises qui m'ont été posées, sur le déficit de contradictoire. L'ambition du comité de gouvernance à l'origine, et on était assez d'accord là-dessus, c'était vraiment de faire vivre le contradictoire. À la fois de partir de l'expérience des citoyens, c'est-à-dire de ne pas partir forcément d'une expertise en surplomb et de partir du contradictoire. Ça n'a pas été toujours simple de le faire. Pourquoi ? Parce que, eu égard au cahier des charges, eu égard à la lettre de mission du président de la République, pour y répondre, c'est-à-dire pour être à la hauteur de la question, il n'y a pas des milliards de propositions ou de solutions ou de politiques. Et il y a plein de solutions sur lesquelles il n'y a pas de contradictoire. Donc, on ne pouvait pas organiser le contradictoire sur l'impact de telle ou telle mesure. Si on voulait vraiment diminuer de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale d'ici 2030, il y a des solutions qui sont sur la table, que les experts connaissent et sur lesquelles ils ne débattent pas, sauf sur les modalités. Donc, le contradictoire, on l'a pas fait vivre peut-être autant qu'il aurait fallu, et puis il n'était pas question, et là merci Simon parce que tu m'as révélé quelque chose, bon effectivement que je ressentais, mais le caractère absolument herculéen, c'était un piège qu'en fait le gouvernement avait tendu aux citoyens en étant persuadé qu'ils n'y arriveraient pas, et c'est vrai que tout tendait à ce qu'ils n'y parviennent pas, et donc du coup donc ça c'est la première chose. Et puis
les critiques qui ont porté sur l'expertise, sur le rôle des experts, m'amènent à penser que cette question, elle doit être réglée beaucoup plus en amont du dispositif, et notamment que soit constitué dès l'origine un pôle et un pool d'experts dédiés à l'expérience, choisis selon des modalités de pluralisme de l'expertise. Et en fait, là, pour le coup, le fait qu'on ait improvisé, hein, très clairement, dans le choix des experts qui ont accompagné, a pu laisser penser que il n'y avait pas un pluralisme suffisamment grand, ce que je ne crois pas, parce que le pluralisme, on l'a retrouvé dans la diversité des acteurs qui ont témoigné cette fois-ci, qui n'étaient pas les experts du comité d'appui ou du comité légistique. Alors, un point aussi sur le comité légistique, en fait, on a bricolé avec des bouts de ficelle. Le comité de légistique, c'était 5 juristes, plus ou moins bénévoles, mais volontaires. Là encore, il aurait fallu, par exemple, que le Conseil d'État, la Cour des comptes, nous délègue sur une durée assez longue des gens. Le manque de moyens, ça a coûté très cher, mais le manque de moyens humains, d'un certain point de vue, dans l'accompagnement a été tout à fait flagrant. Pour répondre à la question d'André Feigelès, oui, nous on milite. Moi, je fais partie d'un collectif qui milite effectivement pour que l'on envisage la création d'une convention pour le renouveau démocratique, c'est-à-dire qu'on ait recours à ce type de dispositif, mais ça ne peut se concevoir que dans la perspective d'une autre présidence de la République, que cette convention réfléchisse finalement à des propositions de manière constitutionnelle. Donc c'est quelque chose que moi auquel je crois et pour lequel je milite. Donc voilà, je suis déjà beaucoup trop long. J'ai envie de répondre à toutes les questions, mais elles ont disparu, les questions, une fois qu'elles ont été résolues. Donc, oui, non, c'était pour, excusez-moi, c'était pour m'y retrouver, mais je pense qu'il y avait quand même une question sur la différence aussi avec le grand débat. Je pense qu'effectivement, le contexte Gilets jaunes… Pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Moi, on m'avait proposé de participer au grand débat, éventuellement d'être garant, mais il manquait 2 éléments qui étaient présents pour la Convention citoyenne, de mon point de vue. C'est à la fois l'indépendance de l'organisation et l'engagement. L'engagement existait, l'engagement du président de la République existait. Alors évidemment, il n'était pas, il n'offrait aucune garantie juridique, et ça a été reproché à l'expérience. Et je pense qu'à l'avenir, on ne pourra faire de convention citoyenne que s'il y a une garantie institutionnelle d'articulation de la démocratie participative sur la démocratie représentative. C'est-à-dire que, moi j'ai des propositions là-dessus. Il faudrait, par exemple, qu'il y ait une obligation, toutes les fois où on organise une convention citoyenne, que la proposition de loi issue des citoyens soit directement déposée sur le bureau des assemblées, étudiée en commission, comme le sont les projets de loi, les propositions de loi d'origine parlementaire. Sans ça, à mon avis, on est toujours à la merci du filtre du président de la République, et qui conduit à anéantir complètement l'expérience. Et puis, dernier point, sur le rapport au mouvement des Gilets jaunes, il est évident, mais ça tout le monde l'a perçu, tout le monde s'en est aperçu, que c'est un coup politique, et que sans le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aurait jamais eu de convention citoyenne. Donc là, pour le coup, c'est un des produits, alors qu'on peut considérer insatisfaisant, mais du mouvement des Gilets jaunes. C'est une conséquence comme le grand débat. Voilà, ça c'est absolument indubitable. Jamais le collectif des Gilets citoyens, auquel Simon a gentiment rendu hommage, c'est-à-dire d'activistes de la démocratie, de l'environnement qui ont porté la chose, n'auraient eu la moindre chance de voir advenir leurs propositions s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Alice Mazot. Je rajoute une question qui a été posée spécifiquement pour vous, Alice, sur les entrepreneurs pour qui il s'agirait d'une réussite. À qui est-ce qu'éventuellement vous faisiez allusion plus précisément? Et puis après, voilà, vous êtes libre de répondre sur les différents types de questions qui ont été posées. Alors, du coup, je vais répondre à celle-ci d'abord. Ce que je faisais référence, c'est de dire que parmi, soit directement au sein des Gilets citoyens, mais plus largement autour de la nébuleuse, il y a tout un tas de professionnels de la participation qui appelaient de leur vœu depuis longtemps à la diffusion des mini-publics. Et donc, de ce point de vue-là,
la démonstration grandeur nature qui a été opérée par la Convention citoyenne fait que clairement cette expérience, elle est un succès dans cette optique-là. Donc c'était à ces acteurs-là que je faisais référence. Alors effectivement, je trouve extrêmement intéressant la discussion qui vient de se nouer. J'entends, Loïc, l'argument de la fausse naïveté. Hein, je l'entends tout à fait, mais effectivement, et là dans ce cas-là, je rebondis complètement, même si c'est évidemment facile à dire a posteriori sur ce que disait Simon. Le rapport de force. Il n'est évidemment possible de l'établir que sur un certain nombre de propositions limitées qui, du coup, évidemment, engagent, parce que là, en l'espèce, et on voit bien ce qui se passe, alors, mis à part quelques propositions tout à fait importantes et dont la mise à l'écart par le président a été significative, je pense notamment au moratoire sur la 5G, on n'est pas des amiches, qui là montrait bien le mépris présidentiel pour non seulement les propositions, mais pour tout ce qui relevait de l'écologie politique. Donc, on voit bien qu'il y a eu quelques propositions où là, on a eu une mise à l'écart manifeste, mais le plus souvent, ce qui s'est passé, et on voit bien tout le service après-vente qui est opéré en ce moment par les marcheurs, qui consiste à dire, mais non, on n'est pas en train de décricoter, on est dans la faisabilité, on est dans l'opérationnel, etc. Et donc, le fait qu'il y ait 150 propositions rend possible, finalement, ces phénomènes d'écoute sélective, qui sont assez classiques en fait dans tous les autres dispositifs participatifs. Et c'était ça que je voulais dire en disant, c'est quelque part un peu surprenant dans le sens où, en fait, me semble-t-il, ce qui se passe sur cette convention citoyenne, c'est la version nationale et avec une ampleur considérable qu'on retrouve assez classiquement dans nombre de dispositifs, c'est-à-dire que finalement, cette espèce de capacité des acteurs à piocher, à reprendre, et donc la difficulté à offrir des garanties procédurales à la prise en compte des effets de ces processus-là. Et effectivement, en tout cas, si on veut avoir une réflexion qui soit utile, si je puis dire, sur ce type d'expérience, bah, on voit bien, alors peut-être que c'était un piège délibéré, je ne sais pas, ce serait intéressant d'aller voir si l'ampleur de la tâche a été perçue comme une stratégie. C'est intéressant, c'est une hypothèse que je n'exclus pas, de dire que finalement l'ambition du mandat qui était saluée pour dire l'ampleur du sujet et de la tâche qui est donnée aux citoyens, ce qui était valorisé quelque part comme un élément de l'intérêt porté à cette expérience, finalement pouvait constituer dès le départ le piège qui n'appelait qu'à se refermer. En tout cas, c'est une hypothèse intéressante. Voilà. Donc, et la deuxième, il y a une deuxième question à laquelle j'avais envie de répondre. C'est un commentaire qui est dans le chat à droite. Alors j'ai dit effectivement, il y a la diffusion du format convention citoyenne à l'échelle locale comme indicateur de succès. Ce que je dis, c'est que dans la mesure où il y avait des acteurs qui appelaient à la diffusion de ce type de procédure et que clairement ça favorise leur diffusion, c'est de ce point de vue-là un succès. Après, effectivement, il y aura des conventions citoyennes, mais comme pour tous les dispositifs participatifs, sous des formats extrêmement différents. Moi, j'ai tendance à penser que du point de vue procédural, ce sera sans doute vraisemblablement, le plus souvent, ce sera bien organisé. Je veux dire, la professionnalisation, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, et donc là où les structures, les collectivités accepteront de mettre des moyens, et ça c'est un autre problème, il y aura des choses qui pourront être très bien organisées, ça c'est indéniable. Après, effectivement, ça va aussi diffuser sous des formes extrêmement différentes, avec le principe du tirage au sort qui va être réinterprété, avec des principes de délibération où la question du contradictoire qui a été évoquée clairement se posera localement. Moi, je demande à voir que les collectivités parviennent à organiser un débat véritablement contradictoire sur un certain nombre de sujets d'action publique locale. Enfin voilà, en tout cas, de ce point de vue-là, on peut s'interroger. Mais en tout cas, le principe et ce type de dispositifs sont diffusés. En revanche, là où je rejoins complètement le commentaire, c'est le commentaire qui est fait par Côme Marchadier.
sur le fait que oui, on a bien une sorte de continuum entre qui va de la ZAD au dispositif délibératif, et dans le tournant participatif, on a souvent tendance à mettre effectivement tout un tas de processus et de procédures participatives qui sont extrêmement différentes. Mais effectivement, le constat que l'on peut faire, et c'est sans doute là où moi je place mon inquiétude, c'est le fait que on a une espèce de sophistication procédurale. On voit bien que l'État, qui était un peu le maillon faible de l'institutionnalisation de la participation citoyenne, commence à reprendre en main l'organisation d'un certain nombre de procédures, centre de la participation citoyenne, etc. Et donc que cet attrait pour les réformateurs de l'État des dispositifs participatifs se fait dans un contexte où, d'une part, on n'a jamais autant réprimé la démocratie mouvementiste, et où, d'autre part, les maigres garanties juridiques qui existaient en matière de participation, qui étaient celles de la démocratie environnementale, sont patiemment détricotées une à une par le législateur. Et donc, dans ce contexte-là, ma crainte, c'est qu'il y ait diffusion de pratiques et de procédures participatives et délibératives, dont des ersatz de conventions citoyennes, dans un contexte où les fondements démocratiques, que ce soit les fondements de la démocratie environnementale et donc du droit constitutionnellement garanti à participer, se fait détricoter d'une part, et où on réprime les mouvements d'autre part. Et donc dans ce contexte-là, le renouveau démocratique m'interroge. Voilà. Merci beaucoup, Alice. Je vais passer la parole à Simon. Je pense qu'il va quand même falloir répondre à notre collègue Yves Saint-Omer sur le contraste entre la CCC et le modèle irlandais. Donc, Simon, si tu as quelques éléments là-dessus. La seule chose, c'est que je suis désolé pour la réponse à Yves Saint-Omer, mais en gros, c'est une question de non-connaissance de ma part. C'est-à-dire que je ne vois pas… la question, c'est est-ce qu'ils sont plus… En gros, si j'ai bien compris, l'hypothèse d'Yves, c'est que les citoyens sont plus écolos et radicaux, les citoyens français sont plus écolos et radicaux que les citoyens irlandais étaient pro-avortement. On va dire, c'est ça, et qu'il y a eu une plus faible politisation, juste pour être sûr que ce soit bien ça la question. Alors, en tout cas, c'était sur la liste des différences qu'il pouvait y avoir entre les deux expériences, et notamment la plus grande autonomie, si j'ai bien compris, de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, à partir de ça, si on pouvait évaluer ce qui pouvait apparaître comme l'émergence d'un nouveau modèle. Mais on n'est pas obligé de… Ouais, non, mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en gros, c'est vrai qu'ils avaient une forte autonomie, et en même temps, c'était aussi lié avec l'agenda de fou. C'est-à-dire que comme ils pouvaient aller partir dans toutes les directions, ils sont partis dans toutes les directions, à peu près, enfin, dans les directions qui paraissaient les plus pertinentes, notamment pour les gens, et ça, Loïc l'a bien dit, qui sont experts en transition écologique et qui arrivent avec des propositions assez radicales, parce que c'est ça qu'il faut faire. En 2030, franchement, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, c'était évident qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, du coup, c'est là où, à mon avis, la différence est forte par rapport au référendum, enfin la situation irlandaise, où en gros la lettre de mission était tellement claire qu'en gros, voilà, le gouvernement, d'une certaine manière, on n'avait presque pas à attendre, enfin on avait beaucoup moins à attendre de sa réaction en Irlande que les citoyens avaient à attendre de la réaction du gouvernement français dans le cas de la France. En fait, tout dépendait finalement de ce sans filtre. Alors que je pense que dans le cas irlandais, encore une fois, ça relève de l'hypothèse, mais dans le cas irlandais, vu que le fait que ça passe à référendum par la suite était quasiment inclus dans le dès le départ, ça simplifie d'une certaine manière le rapport à l'exécutif. Et donc, peut-être qu'ils étaient moins autonomes, parce qu'en fait, tout simplement, il y avait un rapport de confiance plus puissant, puisque de toute façon, il fallait aller au référendum derrière, alors que les autres, au contraire, devaient créer un rapport de force par autonomisation. C'est une hypothèse, mais j'avoue que ça demanderait d'être traité de manière plus circonstanciée. Le deuxième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est que dans le fond, je suis quand même assez d'accord avec ce que vient de dire Alice, même si je pense qu'elle voit un peu en fait, c'est une question du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide, d'une certaine manière, ou de l'optimisme et du pessimisme. C'est clair que, franchement, un modèle de diffusion de conventions citoyennes à moitié
qui ressemblent à rien, qui sont à moitié tirés au sort, et puis en fait, c'est les copains du maire qui viennent, et puis on dit que c'est une convention citoyenne, etc., dans des communes qui ne mettraient pas les moyens pour qu'il y ait de la belle qualité démocratique, ni le temps, ni la clarté, etc., ce serait sans doute le pire à faire. Et effectivement, on voit commencer à apparaître à cette tentative-là, et je pense qu'il y a besoin, effectivement, d'une clarification nette de ce que sont les conventions citoyennes et de ce qu'elles ne doivent pas être, exactement d'ailleurs comme on avait des belles règles de ce que devait être le débat public et ce qu'il ne devait pas être. Et là, ça renvoie à la bisbille institutionnelle qui avait eu lieu entre, comment s'appelle-t-elle, la présidente de la CNDH, Chantal Joanneau. Chantal Joanneau et le président Macron, notamment sur la question du grand débat à l'époque, où elle disait, mais en fait, ça n'a pas la moindre... j'exagère un peu, mais elle disait, ça ne ressemble pas du tout à ce que doit être un débat de démocratie, enfin un grand débat selon les règles, les grands principes du débat public. Et donc je pense que ça c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement il faut réécrire, repréciser ce que doivent être ce genre d'instances et distinguer les instances, préciser les fonctions aussi. C'est pareil, il y a un vrai problème de fonction d'organisation, en tout cas de la démocratie participative au niveau national, puisque là je parle beaucoup, mais moi franchement j'ai quand même une vision un peu extérieure à tout ça et je fais peut-être des erreurs factuelles, j'espère que les collègues corrigez-moi, mais en tout cas la manière dont je vois les choses, c'est que c'est cette division entre le CESE qui pourrait récupérer une partie des prérogatives sur la Convention citoyenne, la CNDH qui a vécu un rapport de force très défavorable avec le pouvoir d'ailleurs à cette époque-là, puisqu'en gros elle n'a pas du tout réussi à se saisir, à être capable d'organiser selon les bonnes règles du débat public le grand débat, ça donne vraiment une impression de flottement un peu. Et même la Convention citoyenne, Loïc, je ne sais pas exactement quels étaient les statuts écrits, enfin quelles étaient les règles formelles qui existaient. Je ne sais pas exactement quelles étaient la forme des règles formelles qui existaient, mais il y a un problème là-dessus, un espèce de flottement où en gros des acteurs peuvent créer un dispositif très puissant d'un point de vue politique, mais dont pourtant en fait il n'y a pas eu d'accord ne serait-ce qu'écrit et un peu clair sur quelles sont les règles que doivent respecter ces dispositifs. Donc je pense que ça, oui, effectivement, c'est un travail important à faire, de décrire qu'est-ce que ça doit être. En même temps, partant de l'existant, on n'est pas loin de ce que ça doit être, parce que c'est assez correct. Je pense que peut-être un peu plus de contradictoire serait pas mal. Enfin, il y a des choses à réfléchir sur la formation des citoyens aussi, etc. Mais en gros, il faudrait écrire ça. Ça me paraît une étape importante. Et après, le dernier point sur toute cette séquence, et là, je veux vraiment revenir là-dessus, je pense que la Convention citoyenne, par la visibilité qu'elle a eue, et aussi par ce qu'elle a opéré, même si, encore une fois, pas une visibilité aussi forte que ce qu'elle aurait pu avoir, mais quand même, elle a une visibilité, et elle a fait la démonstration quand même que les citoyens étaient capables. Et ça, moi, je trouve, c'est vraiment fondamental, et sachant qu'il ne faut pas oublier quand même qu'une des grosses revendications des Gilets jaunes, c'était le RIC. Et je pense qu'il y a vraiment une demande citoyenne très, très puissante pour l'extension des droits, c'est-à-dire qu'en gros, on peut être tiré au sort pour aller prendre des décisions. La représentation par tirage au sort est une représentation légitime. Moi, je pense que même ça peut poser la question de qu'est-ce qu'on fait de la deuxième chambre, par exemple, la deuxième chambre parlementaire. Honnêtement, il me semble que là, la Convention citoyenne, à peu de choses près, a fait les démonstrations que franchement, un Sénat tiré au sort fera un meilleur travail que le Sénat actuel en termes de politique publique. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, je pense qu'il faut vraiment continuer à pousser ce genre de... Et c'est vrai que, du coup, c'est vrai que c'est institutionnel, Alice. C'est des trucs, enfin, par rapport à ce que tu dis, c'est pas de la ZAD, c'est des institutions, des règles, des procédures, etc. Mais qui, moi, me paraissent très, très importantes parce qu'elles sont assez radicales dans le fond. Puisque dans le fond, c'est quand même l'égalité des droits, les droits d'être tiré au sort et de décider, d'être législateur potentiellement, ou en tout cas législateur dans un contexte, si on est sur la Convention, ou législateur général, si on pense à un Sénat avec une partie de tirage au sort. Et deuxième point sur les droits, le droit de voter, ça c'est pareil, enfin, le RIC c'est quand même central, ils veulent pouvoir décider, quoi, que ce soit les citoyens qui tranchent en dernier retour, point barre. Et je pense que c'est quand même ce genre de logique, de dynamique créée par les Gilets jaunes et par la crise démocratique, pour employer un mot qui n'a plus, qui est assez ridicule dit comme ça, mais avec de l'extension des droits concrets, quoi. On change les choses concrètement, vous avez plus de droits. Alors, je vais laisser. L'autorisation Pardon, Simon. Excuse-moi. Non, mais il nous reste une
bonne dizaine de minutes, donc je vais laisser Loïc et Alice ensuite réintervenir. Je vais juste rajouter quand même les dernières questions, puisqu'après je pense que j'aurai plus l'occasion d'y revenir. Je pense qu'il y a une question quand même importante sur savoir qui quand même parmi les législateurs et donc les parlementaires peut quand même jouer ce rôle de relais. C'est vrai que finalement, dans tout ce qu'on a entendu sur la Convention citoyenne pour le climat, on a beaucoup parlé des citoyens, on n'a pas finalement beaucoup parlé des parlementaires, ou sinon pour surtout dépeindre soit le législatif soit l'exécutif comme des formes de blocage. Donc peut-être qu'on pourrait peut-être en savoir plus. Et il y a aussi une question, excusez-moi, que j'avais relevée, oui, de Maëlys Papay, qui nous pose une question sur le fait de savoir si d'une certaine manière, en institutionnalisant la CCC, on a un petit peu isolé les participants du reste finalement du dispositif. Et est-ce que c'est pas ça aussi? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autonomisation des participants et des citoyens tirés au sort qui pourrait peut-être expliquer l'échec? C'est-à-dire, si je comprends bien la question, en les sortant un petit peu d'une certaine manière, en les mettant à la fois au centre, mais en les sortant un petit peu du jeu. Voilà. Il nous reste 10 minutes, donc je préfère vous laisser la parole, répondre à ce que vous pouvez ou souhaitez répondre, et puis et en espérant avoir rendu justice à toutes les questions qui sont posées un peu ça et là. Donc Loïc, et ensuite Alice, et ensuite Simon. Alors moi, je voudrais réagir sur plusieurs points. D'abord, dire que je suis entièrement d'accord avec Alice sur le risque qu'il y aurait, d'un certain point de vue, à oublier que au moment même où on met en place ce type de dispositif sophistiqué, etc., on démantèle complètement le droit ordinaire de la participation. Et comme je suis membre de la Commission nationale du débat public, je vois que le processus s'accélère, hein, et qu'il faut le dénoncer. C'est-à-dire que voilà, ça n'est pas d'un certain point de vue parce que on considère que ça vaut la peine peut-être d'expérimenter ce type de démarche qu'est la convention, qu'on est dupe de ce qui est une stratégie politique. Alors il y a à la fois une stratégie politique qui est maintenant assumée de rétrécissement des espaces de participation, notamment en matière environnementale, au nom de la simplification, de l'efficacité, de la croissance. Et puis il y a une stratégie aussi de disqualification de la démocratie contestataire en lui opposant des formes de démocratie plus institutionnelles. Ça, moi, j'en suis pas dupe. C'est-à-dire que je crois que la pire des attitudes serait d'oublier d'un certain point de vue qu'il y a différentes manifestations de cette demande de démocratie dont parlait Simon, et que il s'agit en aucun cas de jouer les uns contre les autres. En tout cas, ça, c'est ma conviction personnelle, et dans ma réflexion, j'essaie d'intégrer les deux. Donc ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, et je voudrais répondre à la question d'Yves en plusieurs. Alors, il y a une tentative qui est faite par quelques-uns de nos collègues d'ériger l'Assemblée citoyenne irlandaise en modèle insurpassable dans lequel auraient été respectées des conditions qui seraient d'impartialité, hein, c'est à ce à quoi fait référence Yves, alors que la Convention citoyenne française ne respecterait pas ou n'aurait pas respecté cet idéal, au nom de quoi, hein, finalement, l'Assemblée citoyenne irlandaise serait considérée comme une forme d'idéal. Je voudrais émettre plusieurs remarques par rapport à ça. Première remarque, c'est pas le même objet. Ça a été dit par Simon. Il est beaucoup plus facile de faire vivre le contradictoire, et même si on avait fait, même en France, si on avait fait une convention citoyenne sur ces questions-là, il est clair que sur les questions donc pas de morale, mais de politique, de politique sur le divorce, ou etc. Il est clair qu'on aurait été contraint d'afficher ostensiblement, de manière plus manifeste, le contradictoire. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, tout ça repose sur l'idée selon laquelle, hein, qui est défendue par quelques chercheurs, l'idée que le comité de gouvernance de la Convention aurait fonctionné comme un organisme militant, écologique militant, qui aurait voulu amener les citoyens à une fin donnée et prévue à l'avance. Alors ça, c'est une erreur, mais manifeste, complète, hein, et même un contresens, y compris si on a observé le dispositif. Le comité de gouvernance était
pluriel, avec des gens extrêmement différents. Et en fait, toutes les décisions du comité de gouvernance ont été des compromis entre des visions de la société, de l'économie, de l'écologie très différentes. On ne peut pas dire qu'au CESE, par exemple, il n'y ait que des militants écologistes. Or, le CESE a joué un rôle extrêmement important. Donc, du coup, ce que dit Yves en disant est-ce qu'on peut évoquer deux modèles différents? Non, il y a une vraie assemblée citoyenne qui s'est mise en place en France sur un objet particulier et l'objet détermine dans une certaine mesure les modalités de traitement de cet objet par la délibération. Et deux, il y a eu une impartialité du comité de gouvernance, ce qui me paraît être l'évidence même. Alors, troisième question, quel type de législateur pour donner… Alors, il faut évidemment considérer que ce modèle d'assemblée citoyenne ne peut avoir une chance de produire des effets qu'à condition d'un certain point de vue d'être institutionnalisé vraiment. C'est-à-dire que, et je reviens sur la nécessité absolue, alors moi je suis un ardent défenseur de l'idée de création d'une troisième chambre, d'une deuxième, et dans l'idéal d'une deuxième chambre, en partie fondée sur le tirage au sort, qui positionnerait une autre forme de légitimité aux côtés de la légitimité issue de l'élection. Et je pense que ça n'est pas totalement impensable ni inenvisageable. Dans ces conditions-là, on est sûr que ce type de démocratie délibérative aurait, mais hors de ça, hors de cette assise institutionnelle, il y a peu de chances que ça fonctionne. Et puis la dernière question, je l'ai oubliée, j'arrive pas à relire mes notes parce que j'arrive à la fin d'une journée longue. Voilà. C'était une question sur est-ce qu'on avait isolé un petit peu finalement les participants de la convention. C'est un point très important. C'est une des injonctions contradictoires, ou en tout cas un des dilemmes qui se présentent à ceux qui veulent mettre en place ce type d'assemblée citoyenne. Jusqu'à quel degré ouvrir la délibération sur l'extérieur au risque de diluer la force même de la délibération par un collectif de citoyens qui est censé être représentatif. Et en contrepartie, prendre le risque de travailler dans une forme d'isolement, d'autonomie, qui n'embarque pas finalement le reste de la société et le reste des citoyens. En fait, ça ne peut être qu'une cote mal taillée, c'est-à-dire que en fait, les citoyens, on doit pouvoir leur permettre de délibérer de manière autonome, mais on doit aussi pouvoir donner au reste des citoyens la possibilité d'identifier ce qui se joue, d'agir dans une certaine mesure sur la délibération. L'autonomie, alors là où je trouve la question extrêmement pertinente, c'est à la fin du processus, ces 150 citoyens ne sont-ils pas devenus complètement différents des autres? Alors, n'oublions jamais que ceux que l'on voit dans les médias restent relativement minoritaires par rapport au reste des 150 citoyens. Ce sont ceux, d'un certain point de vue, qui se sont pris le plus au jeu, qui se sont le plus, d'un certain point de vue, transformés dans l'expérience, et ils ne sont pas à l'image finalement des 150. Or, les autres 150 ont eu par exemple un rôle et la possibilité de voter au moment de l'évaluation, lors du dernier week-end de février. Donc, il ne faut pas non plus… Bon, mais c'est vrai qu'ils se sont autonomisés, et la meilleure preuve, c'est qu'ils ont refusé le référendum en disant, et ça a été un choc pour nous, en disant que les autres citoyens ne comprendraient pas ce qui s'est passé, ce qui était effectivement la démonstration évidente de ce qui n'était plus véritablement les mêmes, et de ce qu'ils avaient… ils se sentaient eux-mêmes placés dans une posture différente. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. Je vais passer la parole à Alice et Simon pour conclure ensuite.
Merci. Je voudrais trois petites choses. La première sur l'idée des changements institutionnels, alors que ce soit d'une deuxième chambre tirage au sort, d'une institutionnalisation renforcée de ce type de convention citoyenne, etc. Le point que je voudrais souligner, c'est de dire qu'un tel changement serait déjà révélateur d'une transformation profonde du système institutionnel et du rapport de force. Et donc, quelque part, pour qu'il aboutisse, il faudrait déjà que les conditions soient réunies pour que quelque part, non pas qu'il soit plus nécessaire, mais en tout cas qu'il soit déjà un peu transformé par rapport à la situation actuelle. La situation actuelle, c'était celle-ci que je commentais, c'est une situation où, comme le rappelait Simon, une demande forte qui était formulée, c'était le RIC, et que la réponse qui est donnée, c'est le RIC, ça me hérisse, et je reprends l'expression du Premier ministre de l'époque, et par contre, la délibération, ça me convient mieux. Ce qui est quand même assez révélateur de cette idée aussi, ou du moins d'une croyance à tort ou à raison des gouvernants, selon laquelle ce type de dispositifs mini-publics sont plus faciles à contrôler, clairement. Et donc, ça s'inscrivait dans une volonté de mise à l'écart délibérée de la part des gouvernants d'un dispositif plus radical comme pouvait l'être le RIC. Et je rappelle, ça a été dit dans les échanges, mise à l'écart de l'institution qui, aujourd'hui, en l'état actuel du droit, est la garante du droit à participer, qui est la CNDP, mise à l'écart pour le grand débat national, parce que ce que rappelait sa présidente, c'était que l'indépendance du débat était une ligne rouge, et donc c'est bien le refus d'offrir à ce débat cette indépendance qui a suscité la mise à l'écart de cette institution, là encore par l'exécutif, et que pour la Convention citoyenne, là encore, la mise à l'écart de fait de cette institution est quand même révélatrice du fait de cette idée que il y avait une volonté, en tout cas, de pas être lié juridiquement ou pas être lié institutionnellement, et donc de n'être engagé que par la parole présidentielle, même si j'entends volontiers que c'est un engagement dans lequel on peut, en tout cas, porter un certain nombre de crédits. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est sur la question de la diffusion à l'échelle locale. Là encore, et ça a été mis dans le chat, des propositions, des guides sur comment faire une bonne convention citoyenne, il y en a déjà plein et il y en aura des kilos à l'avenir. J'ai pas d'inquiétude sur le fait que les guides, le comment faire sera pas disponible. En revanche, ce que je pointais, c'est qu'on risque de se retrouver dans la même situation que la diffusion des budgets participatifs, où on est passé d'une innovation qui avait peut-être un projet politique à quelque chose qui, franchement, réduit à la portion congrue la dimension démocratique. Et la trajectoire d'institutionnalisation au niveau local des conventions citoyennes, elle court le risque de suivre un peu celle des budgets participatifs. C'était plutôt ça que je pointais. Le troisième point, et c'est vraiment une question en guise un peu d'ouverture et de réflexion, tout à l'heure, Simon, on s'interrogeait sur le fait que quelque part, une stratégie de l'exécutif et du président pouvait être de dire ou de croire que la tâche serait trop grande pour que les conventionnels y répondent. Peut-être qu'une autre croyance, c'était de se dire que les conventionnels seraient à l'image de ce qu'on imagine être la population française, à savoir anti-écolo, ou en tout cas pas très écolo. Et donc, peut-être un pari de l'exécutif, c'était de dire ça servira de démonstration au fait que la population n'est pas prête. Et Loïc redisait il y a quelques minutes que les citoyens eux-mêmes, finalement les conventionnels eux-mêmes, ont peut-être intériorisé cette idée selon laquelle la population était moins écolo que ceux qui sont en situation de délibérer. Et ce que je trouve extrêmement intéressant sur cet échange, je ne l'avais pas du tout perçu de cette façon-là, c'est de se dire dans quelle mesure la construction d'une espèce de représentation de l'opinion publique comme justement peu favorable aux mesures écologiques, elle est à la fois intériorisée par les citoyens eux-mêmes et par les acteurs eux-mêmes, au point finalement de constituer des freins, des contraintes à l'action bien supérieures à ce qu'elles sont en réalité. J'avais pas du tout pensé la question, en tout cas sur le plan environnemental de cette manière-là, mais à mon avis c'est une piste intéressante à creuser. Merci donc pour le stimuli. Merci beaucoup Alice et Simon, tu as la lourde tâche des remarques conclusives avant. La remarque conclusive, elle va être que effectivement,
ça, sur le fait qu'ils anticipaient un échec. En fait, leur hantise, c'était d'arriver à un référendum qui échoue devant le peuple et qui ralentisse tout, parce qu'en gros, une fois que tu as un refus du peuple d'une réforme, donc ils avaient vraiment cette hantise, alors même que quand même, effectivement, les faits étaient, parce qu'assez vite, il y avait des données de sondage, alors que ce qu'ils valent, ils sont tout pourris, mais même, je veux dire, comme ils sont mobilisés en général, tu pouvais les mobiliser à ton service, donc c'était pas grave. Le deuxième point que je voulais dire, c'est sur, quand même, pour moi, la différence entre le local et le national. Et je pense que, j'entends tout à fait les critiques sur le budget participatif, etc., au niveau local, qui sont des dispositifs, en fait, qui sont sous-utilisés, qui sont même presque... je vois dans une ville comme Grenoble qui pourtant essaye de bien faire les choses de ce point de vue-là, mais c'est vrai dans toutes les villes en réalité. Souvent, il y a des propositions qui sont un peu trop, on va dire, dont on a un peu trop vu l'origine sociale et culturelle des gens qui la proposent, par exemple, des choses comme ça, j'exagère un peu. Mais du coup, je pense que c'est aussi lié à la force de frappe de la démocratie participative au niveau territorial. Où en gros, on est quand même dans le régime français où les communes n'ont pas des compétences phénoménales, elles n'ont pas un budget phénoménal, etc. Moi, j'ai l'impression que là, ce qui se joue quand on organise ce genre de dispositif au niveau national pour des choses qui touchent au cadre législatif ou fiscal, etc., national, imaginons un budget participatif au niveau national, on voit tout de suite que les budgets seraient différents, le montant total des budgets alloués serait différent, et du coup, ça a un enjeu quand même au sein de ce qui est at stake, ce qui est en jeu, c'est quand même autre chose. C'est pas tout à fait la même semoule, si on peut parler comme ça. C'est quand même des enjeux beaucoup plus importants potentiellement par le simple fait qu'ils touchent 60 millions de personnes, l'État français et l'État avec toutes les compétences dont il dispose, ce qui fait que c'est quand même pour moi un impact un peu plus grand. C'était le deuxième point et non, je voulais juste pour conclure dire que franchement j'étais vraiment hyper intéressé par cette discussion que voilà, j'espère que c'était bon pour tout le monde, mais Et moi, je voulais te remercier, j'ai Marie, trouvé ça vif, mais marrant. vraiment pour ce que tu fais. C'est pas parce que tu as eu le bon goût de m'inviter pour le podcast mais je trouve que on crève de ce manque d'ouverture sur l'extérieur et que c'est extrêmement précieux ce que tu fais. Bah, en tout cas, moi, je vais conclure en vous remerciant vraiment chaleureusement tous les trois, parce que en tout cas, je pense que ça montre quelque chose vraiment de la science politique complètement au cœur dans la cité. Et je pense que Simon, tu as eu raison de le rappeler au début. C'est la Convention citoyenne pour le climat, c'est un objet de science politique, même pour les gens qui, comme moi, ne sommes pas du tout spécialistes de ces questions-là. Et je pense que vous faites vraiment des ponts extrêmement et extrêmement intéressants et qu'il y a vraiment, en tout cas, ça donne envie de dialoguer et de débattre. Donc, on va arrêter là. Je vous rappelle que, alors, s'il y a un problème pour écouter le podcast de Loïc Mondiaux sur le site de la FSP, on va essayer de le résoudre. Mais en tout cas, vous pouvez écouter sur toutes vos plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur SoundCloud, sur Spotify. Vous pouvez aussi aller sur Ocha, qui est la plateforme. Et puis, on se retrouvera dans un mois pour un webinaire animé par Christophe Japrelot qui va être consacré à la question du populisme. Donc, on aura encore l'occasion de reparler, je pense, du rapport entre gouvernants et gouvernés. Et encore merci à tous et surtout merci aux spectatrices et aux spectateurs qui ont été très nombreux à nous suivre. Voilà, bonne soirée, bon courage pour ces temps difficiles et à dans un mois. Merci pour l'organisation. Merci à vous.